En fait, il n'y a pas autant de choses qui changent à 40 ans que ce qu'on pense. OK. Cependant, c'est là que c'est important, c'est que les gens vont avoir tendance à surestimer leurs dépenses énergétiques et à grandement sous-estimer leur rapport énergétique. Autrement dit, pour faire court, c'est qu'on va avoir des gens rendus à 40 ans qui ont... Je faisais... Sébastien, bienvenue à Studio 40. Merci de me recevoir. Je suis très contente, je t'avoue, de t'avoir avec moi parce que je te suis sur les réseaux sociaux. J'ai eu la chance de te découvrir. Avec toi, on va démystifier plein de choses au niveau de nos habitudes de vie, notre alimentation, l'importance du sport, du sommeil, et quand on débarque dans la fameuse quarantaine. Oui. Puis il y en a des choses à dire, hein, on va se le dire justement. Mais avant, je veux qu'on parle de ton parcours, de ton histoire, parce que, tu sais, dans la quarantaine, veux pas, on a des fameuses rétrospectives de choses qu'on a vécues dans le passé qui ont fait qu'on devient les personnes magnifiques qu'on est aujourd'hui. Donc, parle-moi un petit peu de comment ça a débuté, tout ça, les changements, les choses que tu as vécues qui t'ont amené à être le Sébastien d'aujourd'hui. Bien, moi, je suis originaire d'une petite ville d'Amauricie qui s'appelle Grand-Mère, en fait, à côté de Shawinigan. Okay. Elle a été annexée suite aux fusions, tout ça. Donc, moi, je grandis là-bas, une famille plutôt traditionnelle. Mon père était entrepreneur, il y avait des commerces. Ma mère était à la maison. J'ai une grande sœur de 3 ans, mon aînée. Okay. Et puis, à l'âge de 10 ans, mes parents se sont séparés, comme c'est le cas de bien des familles québécoises. Heureusement. Je pense que c'est un ménage sur deux quand même. Qui se sépare, oui, exact. Donc, à l'époque, moi, j'étais un garçon très introverti, pas sûr de moi. J'avais très peur de parler en public, ce qui est la troisième peur en passant, la plus répandue, qui vient avant celle de mourir. Fait qu'il est quand même... Pour vrai? Je suis surprise, quand même. Donc, moi, c'était quelque chose qui était très prévalent chez moi quand j'étais jeune. J'avais beaucoup de difficultés à m'exprimer en public. J'étais un jeune garçon très studieux. Donc, moi, c'était très important pour moi de performer à l'école parce que peu importe ce que je faisais dans la vie que j'aimais, mon père disait toujours « ça, c'est bien, puis c'est bien que tu aimes ça, mais oublie pas, l'école, c'est plus important. » Fait que n'importe quoi dans la vie que j'aimais, c'était toujours l'école, c'est plus important. Oublie pas, l'école, c'est important. Donc, puis toi, tu l'as pris, ça, en plus, parce que je l'ai dit à ma fille, malheureusement, ça n'a pas le même impact, je t'avoue. Ouais, ben tu sais, je pense que ça peut être sain, mais ça peut aussi être, je dirais pas malsain, mais on avait cette rhétorique-là où j'arrivais avec un 96 %. Mon père me disait, hey, ils sont où les 4 % qui manquent? Puis là, il partait à rire. Mais tu sais, c'était une blague, demi-blague, en fait. On va en parler un petit peu plus tard, mais tu sais, ça venait quand même d'une bonne place, mais des fois, c'était un message qui était plus ou moins bien emballé. Donc, moi, à l'âge de 10 ans, quand mes parents sont séparés, j'étais vivre avec mon père pendant 2 ans et quelques. Puis là, j'ai eu l'occasion davantage le connaître parce que mon père était entrepreneur, travaillait beaucoup, il n'était pas là le matin, il n'était pas là le midi, il venait faire une sieste l'après-midi pendant qu'on était à l'école. Il repartait travailler. Des fois, il venait souper. Et puis, quand mes parents sont séparés, ben là, moi, je me suis ramassé à vivre avec mon père 24/7. Fait que là, j'ai eu l'occasion de connaître le bonhomme, si on veut. L'homme derrière le travailleur, parce qu'il travaillait énormément. Donc, je m'identifiais, moi, à cette personne-là. Puis là, on a eu l'occasion de connecter davantage, mais sur une base très adulte. Donc, mon père faisait beaucoup de comptabilité également. Donc, il me parlait des T4, des subventions, des comment ça s'appelle déjà, les allocations familiales, etc., etc. Donc, tu sais, c'était très adulte. Oui, les discussions partaient un peu au niveau entrepreneurial, un peu de la personne qu'il était. Exact. Mais il ne me poussait pas du tout dans l'entrepreneuriat. Au contraire, c'était toujours l'école. Donc, je faisais un peu de sport étant jeune, mais je n'avais pas de talent particulier. J'ai été dans les scouts, j'ai joué au soccer, j'ai taponné d'une coupe d'affaires comme ça, un peu de piscine, mais je n'étais pas quelqu'un de doué dans les sports. J'étais quelqu'un de persévérant parce que je travaillais, mais je n'avais pas de talent. Donc, à l'âge de 12 ans, mon père est parti travailler à l'extérieur à Montréal pour subvenir aux besoins de la famille. Donc, moi, j'étais resté chez ma mère, chez mon beau-père, en fait, avec ma sœur, avec les 3 enfants de mon beau-père en garde partagée. Fait que là, je me ramasse dans un foyer familial, dans un modèle un peu plus moderne, on va dire. C'est vrai. Exact. Donc, là, mon père, à l'époque, descend me chercher, en fait, chaque fin de semaine, donc de Montréal à Shawinigan, back and forth, comme ça. Donc, on a l'occasion, à ce moment-là,
de se voir les fins de semaine seulement, c'est sûr qu'il me manque à l'époque. Parce que pour un jeune homme, d'avoir un modèle masculin, c'est très important. Là, moi, j'avais eu l'occasion de commencer à le connaître un petit peu. Puis là, il repartait. Et un matin, coup du sort, le téléphone a sonné. Et puis, c'était mon père. Puis il m'a annoncé qu'il avait gagné au loto, en fait. OK. Donc, mon père était gérant chez Couche-Tard à l'époque à Montréal. Oui. Et puis, il y a un homme qui est rentré s'acheter un billet un matin. Et il a demandé avec extra. Mon père lui a fait, il a donné. Et là, l'homme, finalement, dit non, je t'ai demandé pas d'extra. Donc là, mon père prend le billet, le met à côté. Non. Lui imprime un billet, pas d'extra. Le donne à, on va l'appeler Steve. Steve prend son billet, met une pièce, puis il s'en va. Puis Normand, mon père, plutôt qu'annuler le billet, il n'était pas joueur, c'est pas quelqu'un qui achetait de la loterie, rien de ça. Il met 2 piastres dans le cash, il met ça dans son paquet de cigarettes avec ses autres papiers importants, comme tout homme de sa génération, puis il fait sa journée. Puis là, le lendemain, il rentre, puis il fait ses tâches, etc. Passe ça dans la valideuse, puis là, ça part, ça fait de la musique, puis là, il va ça sortir. Voyons donc. Ouais, fait qu'il il avait gagné plus d'$1 million. 1 149 548 précisément. Mon Dieu! Hey, ça change une vie. Oui, parce qu'on n'était vraiment pas riches. On joignait les deux bouts correctement, mais sans plus. Tu sais, je veux dire, quand on avait peut-être une paire de chaussures par année, on manquait de rien, mais c'était pas l'opulence du tout. C'est ça. Et mon père étant à l'extérieur, tu sais, versait une pension alimentaire à ma mère pour les 2 enfants qu'on était là-bas, qu'on vivait là, tout ça. Puis c'était difficile pour lui parce que la promesse qu'il avait eue quand il était parti, c'était on va aller à Montréal, tu vas remonter des bannières Couche-Tard là-bas pendant 6 mois, 1 an. Okay. Et après ça, on va te ramener à Mauricie parce qu'on reprend des magasins là-bas. Donc, c'était un bon move. Oui. Là, ça faisait déjà 1 an et demi et des poussières qui étaient parties. Un peu victime de son succès, parce que c'est un homme qui avait beaucoup d'expérience. Okay. Il avait 49 ans à l'époque. Donc, il remontait un dépanneur, ça allait bien. Après ça, il changeait de succursale, il recommençait. Donc, il était parti pour faire un bon bout là-bas parce qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités à Montréal. Et tout ça étant millionnaire, là, il a continué à faire tout ça? En fait, oui, il a continué pour son employeur pendant 8 semaines à ce moment-là. 8 semaines pour aider à... Oui, le temps de trouver son remplaçant. Donc, à ce moment-là, il était dans Montréal-Nord, dans Saint-Léonard. Il y avait beaucoup de violence, beaucoup de vols de commerce à la machette, des affaires de même. Puis lui, il est en arrière du cash à faire ces choses-là. Fait que, tu sais, c'est le genre de personnage que c'était. Puis c'est les choses que je retiens en ce moment-là. Oui. Donc, il a eu l'occasion ensuite de revenir en Mauricie. Évidemment, nos problèmes financiers étaient derrière nous. Donc, il a acheté la maison, un véhicule, un commerce, un bloc, etc. Donc, tu sais, il a eu l'occasion de se repartir dans l'entrepreneuriat avec ces sous-là qui étaient sortis de nulle part. Donc, tu sais, moi, mes parents, les deux, ont fait faillite quand ils sont séparés. Donc, tu sais, on est retombé de très haut. Okay. Et là, en l'espace de quelques secondes, on arrive sur au Québec, le gros chèque, le salon des millionnaires, toute la patente. Donc, tu sais, moi, je passe d'un jeune... je m'habillais correctement sans plus. Je n'avais pas trop d'amis. Puis là, je le dis à un de mes amis à l'école, je disais, dis-le pas à personne. Je n'étais pas à l'école, on est allé là. Fait que 10 minutes après, toute l'école le sait. Exact. Donc, je deviens comme un jeune homme plus cool. Je recommence à faire du sport. Là, je commence à m'entraîner. Ça t'a-tu donné un peu de confiance en toi, tout ça? Moi, c'était l'entraînement qui était mon catalyseur, là, si on veut. Là. Ouais, parce que moi, quand j'étais plus jeune, on a grandi dans la même génération. Donc, tu sais, moi, c'était les films d'action, c'était les films avec Arnold, les films avec Sylvester Stallone. Oui, là, tu voyais ces personnages-là plus grands que nature. Puis tu te dis, si je développais mon corps, moi aussi, j'aurais cette confiance en moi que je n'avais pas à l'époque. Puis, tu sais, moi, du côté de mon père, c'était un monsieur il avait 37 ans. Okay. Donc, j'ai toujours vu vieux. Aussi loin que je me rappelle, c'était un homme qui était gris. Il fumait la cigarette, il faisait aucun sport, il s'entraînait pas, il mangeait très peu. Donc, tu sais, sur l'heure du midi, c'était une sandwich aux tomates. Fait qu'il venait d'un environnement très, très pauvre, mais il n'a jamais changé ses habitudes alimentaires, ni sportives, rien de ça. Lui, c'était le travail, puis c'était tout. Donc, moi, j'avais été élevé dans ce modèle-là. Puis moi, je m'étais dit, moi, je veux pas être un vieux monsieur comme ça. Je veux vivre pleinement, là, je vais mettre des guillemets, mais tu sais, ma masculinité, puis je veux avoir un corps qui est développé puis qui correspond à mes standards à moi. Fait que, quand j'ai goûté au gym, j'ai enfin trouvé un endroit où je pouvais... en fait, être récompensé à la hauteur de mes efforts. Parce que dans tous les sports que je faisais, c'était toujours so-so, basketball, j'avais pas de talent, mais je travaillais. Je travaillais. Là, dans le gym, je réalisais que, je rentre,
je peux travailler pendant 1 heure, 1 heure et demie. Après ça, je m'alimente, je dors, etc. Et j'ai des résultats. J'ai trouvé quelque chose où mes efforts sont récompensés, mais qui ne demande pas d'aptitude athlétique particulière. Ça demande juste d'être capable de répéter encore et encore et encore la même recette. Puis moi, et ta fameuse persévérance. J'aimais ça. Moi, j'aimais ça. Parce que là, j'avais un profit. Oui. Donc, là, après ça, le temps fait son cours, je complète mon secondaire, tout ça. Et évidemment, comme tout jeune cégepien, je rentre en sciences humaines parce que je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. Là, j'avais des super notes au secondaire, mais j'étais comme, bon, je vais regarder. Je vais me donner 1 an de buffer, là, je vais regarder ce que je veux faire. Prendre le temps de choisir. Exact. Là, à l'époque, j'ai un petit travail au dépanneur à mon père. Je suis portier dans les clubs la fin de semaine. J'ai une vie bien remplie. Quelques mois après le début de mon cégep, j'apprends en rentrant chez nous l'après-midi, après plusieurs semaines de diagnostic et de patience et de on attend, mon père m'annonce à ce moment-là qu'il a un cancer du poumon. Donc, ça faisait longtemps qu'il crachait, ça faisait longtemps qu'il raclait, qu'il toussait, etc. Puis là, maintenant, il avait dit, va consulter, voir. Ouais. Puis pas de nouvelles. 1 mois, 2 mois, 3. Puis là, ça prend du temps. Fait que là, maintenant, je demande, là, t'as-tu des résultats, là? Et lui, de m'annoncer, j'ai un cancer. Puis mon père, c'était pas quelqu'un qui parlait de ses sentiments. C'était pas quelqu'un qui était de cette génération-là. Oui, ils sont différents de nous, nos parents, là-dessus. Très, très, très. Donc, tu sais, il y avait 2 modes. Là, c'était humour casual et en tabarnane, si jamais il y avait de quoi qui faisait pas son affaire. Mais entre les deux, il n'y avait pas beaucoup de différentes façons de... Non, il n'y avait pas de je t'aime, de je suis fier de toi. Il n'y a jamais rien de ça. C'était pas dans les cartes pour mon père. Donc là, on tombe dans cette dynamique-là. Donc, on apprend... Et là, on parle combien de temps? Là, j'ai 18 ans à l'époque, en fait. Oh, quand même! Ouais, j'ai 18 ans. Donc, tu sais, on a eu un 3 ans de... Que vous avez profité un peu de la belle chance qui est débarquée dans votre vie. Exactement. Ce qui nous a donné une chance, en fait, de régler nos problèmes d'argent. Oui. Mais c'est seulement des problèmes d'argent. Donc, la santé étant ce qu'elle est, on voit les choses autrement. Oui, puis on n'a pas eu l'opportunité d'une certaine manière de profiter réellement. Tu sais, quand on y pense, je veux dire, on avait une plus grande maison, puis des objets, mais on n'avait pas nécessairement plus de connexion ensemble. Oui. Mais au moins, mon père était là. Tu sais, fait que ça me permettait de passer du temps avec lui. Oui, grosse différence avec avant. Oui, exact. Puis là, bien, dans l'année qui a suivi, après son diagnostic, on a su qu'il ne pourrait pas être opéré. On a su qu'il ne pourrait pas avoir de chimio parce que son cancer était trop avancé. Ils ont considéré une ablation du poumon, mais finalement, il y avait des métastases. Donc, en l'espace de peut-être 3 mois, on a su que ça allait être des soins de confort et que ça allait se terminer dans peut-être 3 mois, peut-être 6 mois, peut-être 1 an. Donc, entre le diagnostic et son départ, on a eu un 8-9 mois environ ensemble. Puis, ça a été l'opportunité pour moi de prendre soin de lui. Oui. Donc, c'est là que moi, C'est tellement ce que j'allais te demander. Quand on en est conscient, je pense qu'on veut prendre le temps de faire les choses qu'on aurait voulu. C'était naturel. C'était juste... Il avait besoin de moi, fait que j'étais là. Fait que là, j'ai lâché l'école. Je continuais à travailler au bar la fin de semaine parce que ça me permettait de sortir un peu d'agressivité aussi. J'étais parti à ce moment-là. Évidemment, je n'étais pas content de la situation. Je m'entraînais, j'étais déjà bien pris pour mon âge. J'avais 18 ans, puis je travaillais dans une discothèque avec du monde de 18 à 40 ans. Fait que j'étais parti là-bas. Donc, dans une ville comme Shawinigan, qu'on a le plus haut taux de permis d'alcool parmi... sérieux? Oui, on a le plus haut nombre de permis d'alcool par capita au Québec. Donc, fouille-moi pourquoi, mais c'est ça. Alors... ça a été pour moi une opportunité à ce moment-là de, si tu veux, m'entraîner, prendre soin de moi à ce moment-là pour être capable d'être présent pour mon père. Donc, c'était ma recette. Puis, ça a été ça pendant une bonne année. Donc là, c'est sûr qu'on est passé de simplement au tout début, aller chercher ses médicaments à la pharmacie, à éventuellement le conduire, à éventuellement le lever dans son lit, changer ses pansements, changer ses couches. Donc, on en est venu à là jusqu'à un matin le 24 octobre 2002, finalement, qui nous a quittés. Donc, j'étais avec lui. Ça a été évidemment une épreuve, je dirais, très, très difficile à ce moment-là de voir mon père quitter. Mais j'ai au moins eu l'occasion de connecter avec lui, puis d'être là, puis de voir mon père être vulnérable.
Oui. Et de se laisser aider, ce qu'il Oui. n'avait jamais fait auparavant, ce qui pour lui était une énorme étape. Ben, on a eu l'occasion justement d'avoir du temps ensemble à ce moment-là. Oui. Donc, ça a été D'être pour en moi... paix avec votre relation un peu aussi, Sébastien? Ou... Oui, je veux dire, on n'a jamais été en conflit, mais Ouais. c'est toujours été très transactionnel. Je suis ton père, tu fais ce que je te dis. C'est ça. Et tu recommences. Et c'était ça la dynamique. Et là, tout à coup, tu as besoin de moi. Oui. Donc là, ça vient de changer beaucoup la dynamique qu'on avait ensemble. Il y a beaucoup de choses qu'on ne s'est pas dites nécessairement pendant le processus. Puis quand mon père est décédé, ben, je suis resté avec lui dans sa chambre pendant 2 heures. Puis j'ai eu l'occasion de dire à maintes et maintes reprises, même si son esprit n'était plus là, mais son corps était encore présent, de lui dire, tu sais, je t'aime, tu vas être fier de moi, je t'aime, tu vas être fier de moi, je t'aime. Mais ce n'était pas des choses que j'y avais dit quand il était là. OK. Donc, j'ai vraiment vidé mon sac. Oui. Puis, après ça, ben là, évidemment, toutes les funérailles, les ci, les ça, l'héritage, les notaires, toutes ces bébelles-là. Donc, c'était très, très challengeant à l'époque. Moi, j'avais 19 ans. Donc, c'était un gros stretch. Et par la suite, ben là, après ça, je me suis dirigé vers des études en kinésiologie. Je suis allé faire mes certifications d'entraîneur. Puis c'est quelque chose qui me passionnait. Je vais l'apprendre pour moi. Puis après quelques mois, je me suis dit, OK, c'est exactement ça que je veux faire dans la vie. Mais à l'époque, j'étais à l'université. J'ai commencé à compétitionner en culturisme pour finalement réaliser que tous les entraîneurs que je voyais dans les gyms quand j'allais faire mes cours à Montréal, quand j'étais allé faire des compétitions dans la région de Sherbrooke, ben, je réalisais que ces gens-là n'avaient pas d'éducation formelle. Puis ils gagnaient très bien leur vie. J'étais comme, OK, c'est quoi la recette? Puis finalement, j'ai réalisé que c'était des gens qui compétitionnaient ou qui avaient un bon physique et qui avaient des formations complémentaires en dehors du cadre scolaire traditionnel. OK. Fait que là, moi, je suis allé faire toutes les formations qui existaient ou presque pendant l'espace de peut-être 4-5 mois. Et après une compétition à Sherbrooke, je suis allé là-bas 2 fois, en fait. Je suis allé faire ma compétition. J'ai vu qu'il y avait un grand gym qui s'appelait le Pro Gym à ce moment-là, qui avait 3500 membres. Il y avait 5 ou 6 bureaux. Il y en avait juste 2 d'occupés. OK. Donc, j'ai pris mon véhicule. Je suis allé rencontrer le propriétaire. Je suis allé cogner dans son bureau. Pourquoi pas? J'étais parti de Trois-Rivières à ce moment-là. Je suis descendu là. Puis j'ai dit, j'aimerais ça louer un bureau chez toi. Comment ça marche? Il m'a expliqué à ce moment-là que c'était 500 ou 600 $ par mois. Je ne me souviens plus. OK. Puis j'ai dit, OK, je peux commencer Et là, tu quand? as parti ta propre entreprise à ce Ouais, moment-là. puis là, il m'a demandé, ben, il dit, tu voudrais t'en venir quand? Je dis, ben, je pourrais-tu m'en venir dans 2 semaines? Il me dit, oui. Fait que là, ben, j'ai su louer mon appartement à Trois-Rivières, j'ai l'eau d'un cube, je déménage à Sherbrooke, je connaissais pas un chat. Puis pourquoi là? Pourquoi tu t'es retrouvé? Ben, moi, dans en fait, c'est que à l'époque, j'étais pas assez sûr de moi pour aller dans un gros gym, comme exemple le Pro Gym à Montréal. OK. Puis j'avais spoté parce qu'il y a toujours des villes satellites au Québec, on va dire. OK. Tu sais, toutes les villes qui ont des campus universitaires. Fait que, si on regarde Trois-Rivières, Sherbrooke, c'est toujours des microsystèmes C'est vrai. où les gens ont besoin de commerce de proximité, mais ils ont tout. Tu sais, c'est des grosses agglomérations, sans pour autant être en ville. Fait que moi, j'avais l'occasion à ce moment-là d'aller dans un gym où il y avait beaucoup de membres, où il n'y avait pas beaucoup de gens qui font mon travail. Fait que je me suis dit, bon, ben c'est l'opportunité. Fait que je m'en vais là. Tellement, ben Puis oui. je pars là-dedans. Fait que j'ai lâché l'école. J'ai commencé à entraîner là-bas à ce moment-là. Et puis, je compétitionne encore à ce moment-là. Fait que pour moi, au début, c'est d'un endroit très selfish que j'ai commencé à entraîner les gens parce que je me suis dit, moi, j'aime ça être au gym tout le temps. Fait que d'être entraîneur va me permettre d'être au gym tout le temps Ben oui. et d'être payé pour. Voilà. Écoute, c'est gagnant. J'ai réglé la recette. Fait C'est que le cas de le dire. c'est vraiment comme ça que je me suis lancé là, dans l'entraînement à l'âge de 22 ans, en fait. 22 ans? Ouais. Oh, tout de même. Puis, parle-moi un peu du bodybuilding, parce que comme c'est comme ça semble, tu sais, on en voit, puis beaucoup d'entraîneurs, comme tu le mentionnais si bien, ont pris ce chemin. Je suis à un gym, puis je te dirais que la plupart ont passé par là. J'aimerais que tu me parles un peu de la discipline, du travail qu'il y a derrière ça, parce que c'est exigeant, là. Je te laisse me dire un peu de... En fait, c'est... le secret est vraiment dans la répétition là, et la constance, à savoir que, tu sais, pour faire de la scène, en réalité, là, pour vraiment être prêt pour une compétition de culturisme, les gens vont se dire « Ah, c'est quoi, c'est une affaire de 2-3 mois? » Non, c'est en fait, c'est 1 an de préparation pour peut-être 7 minutes sur la scène. Fait qu'il faut vraiment que tu aimes le processus. Moi, c'était mon cas. Donc, tu sais, moi, le dernier bout, là, tu sais, de me raser, de me mettre de l'espèce de crème pour être hyper foncé, etc. Moi, ça, c'était pas mon base du tout. Moi, ce que j'aimais, c'était m'entraîner,
corriger ma nutrition, voir mon corps se transformer. J'adorais le processus, mais la carotte au bout, pour moi, c'était juste la confirmation que j'avais bien fait ma job, mais that's it. Fait que moi, c'était pas être en dessous des lumières en train de faire des pauses plastiques en speedo. C'était nécessaire pour tout le processus, mais moi, ce que j'aimais, c'était le 8, 9 ou 12 mois qui venaient auparavant et non pas nécessairement cette journée-là. Oui, exactement. Puis le plus difficile dans ce travail-là, c'est quoi exactement pour toi? Parce que, on parle d'1 an, c'est facile à un moment donné, même si tu as tes résultats et que tu vois que ton corps change, avec tous les efforts que ça demande, à un moment donné, tu dois te dire, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Ou peu importe. Là, non, moi, ça n'a jamais été une question. La motivation, toi, ça n'a jamais été un problème. Non. Y en a-tu des choses qui ont été plus difficiles pour toi dans... Bien, c'est certain que dans le culturisme, que les gens ignorent souvent, en fait, il n'y a pas énormément de dopage, il y a du dopage. Oui. Point. Fait que, je veux dire, peut-être une personne sur 100 environ va compétitionner naturel. Naturel, oui. À peu près. Et je pense que je suis encore conservateur dans mes chiffres, juste pour te donner une idée. Tout de même. Donc, il y a énormément de dopage, en fait, puis ça vient avec. Fait que faut voir ça un peu comme un joueur de hockey qui va mettre ses patins. Oui, définitivement. Puis je veux dire, puis c'est même pas une question de quick fix, là. C'est juste une question de compétitif. Fait que si tu veux faire ça, puis tu ne pas avoir l'air d'une guenille, ben il va avoir des produits qui viennent avec. Fait que là, moi, au début, j'avais un entraîneur, il m'a dit, bon, regarde, on va aller avec ça. Moi, j'avais déjà fait mes recherches, ça faisait plusieurs années que je m'instruisais là-dessus. Fait que moi, je savais que ça venait avec. Donc, ça n'a pas été pour moi une surprise. Parfait. Donc, j'ai été coaché là-dedans. OK, on va prendre ça de même. Puis là, c'est des cocktails assez évolués, là, de plusieurs molécules et compagnie. Cependant, tous ces produits, évidemment, ont des effets secondaires. Ben, c'est ça. Soit dès maintenant, soit plus tard, ce qui explique que je suis chauve aujourd'hui et tout ça. Mais, Puis comment on arrive, la question me vient parce que, bon, au départ, vous êtes des personnes pour qui la santé, c'est important. Vois? Non, pour moi, dans ma tête, je me dis, parce que je me dis, ça va un peu à l'encontre 100%. de, tu sais, quand on prône, une bonne alimentation, faire attention à soi, être en santé. Donc, et là, on se dit, oups, on va venir contrer ça un peu en ajoutant à ce niveau-là, des substances qui... je vais te donner un exemple. Toi, c'était le look, là, finalement. C'était la fierté le sport et le look. Oui. Le sport et le look. Donc, c'est comme au hockey. Oui. C'est le même principe qu'au hockey. C'est quoi la game? Ben, c'est de gagner le match. Pour gagner le match, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Ben, il faut que je donne des mises en échec, il faut que je score des buts, je vais manger des coups de bâton d'en face. Fait que, tu sais, est-ce qu'un joueur de la Ligue nationale de hockey fait ça pour la santé? Ben non. Il fait ça pour performer. Évidemment, quand il performe, il est récompensé, il y a un contrat, il fait des millions de dollars. Dans notre cas, nous, c'est un peu le même principe, à savoir que la santé n'a aucun rapport. Jamais pendant une préparation, tu dis « Ah, je pense à ma santé ». Il n'y a aucun rapport là-dedans. Fait que ce que tu cherches, c'est d'être le plus massif et le plus découpé possible. Et pour ce faire, ben, on va devoir faire tout ce qui est nécessaire pour le faire. Et vient avec ça l'utilisation de produits. Donc, c'est simplement un outil de plus qu'on rentre dans la recette pour être certain d'avoir le niveau de performance nécessaire pour être compétitif et pour ensuite espérer gagner. Donc, c'est aussi cartésien que ça. Donc, la santé a pris le bord depuis très longtemps auparavant. Ensuite, on va chercher à mitiger les risques, soit en faisant des bilans sanguins, soit en utilisant des molécules qui sont moins dangereuses ou en cyclant ces choses-là ou en prenant des pauses et ainsi de suite. Mais ça reste qu'au final, la santé est longuement oubliée. Quand on souhaite être compétitif à ce niveau-là, il n'y a aucun volet santé là-dedans. C'est super intéressant ce que tu dis là parce que moi, dans ma tête, c'était... c'est la vision qu'aujourd'hui, je m'entraîne pour la santé. Oui, oui, c'est ça, exactement. Exact. Quand est-ce que tu as décidé, de lâcher tout ça et de là prôner la santé en premier via tout le reste? Là. En fait, moi, ça a été après je te dirais plutôt un long parcours où, quand je suis arrivé à Montréal en 2009, là, disons que j'ai eu des influences un peu moins sexy. Je suis arrivé en ville. Pas recommandable. Non, exactement. Là, j'étais un jeune gros gars en shape. Je paraissais bien, fait que je me suis fait des amis un peu plus... sur le spectre, on va dire. Là. Oui. Donc, j'ai eu un drôle d'entourage pendant quelques années. Puis, longue histoire courte, après, quelques amis qui ont été en prison, quelques amis qui sont décédés, un de mes bons amis qui s'est suicidé. J'ai eu une grosse blessure au triceps en 2013 en me préparant pour Monsieur Canada. Et quelques jours après, en fait,
mon meilleur ami qui était en désintoxication à ce moment-là a commis un suicide. Et tout ça juste en même temps où j'ai appris que j'allais être papa. Wow! Donc ça a été un 1, 2, 3 punch qui m'a ramené les 2 pieds sur terre. J'aimerais dire que j'ai perfectionné mon mode de vie dès maintenant, mais vu que ma fille est arrivée dans ma vie rapidement. Rapidement. Exact, après 6 mois de relation avec sa mère, donc c'était très rapide. Moi, je pensais que je ne voulais pas d'enfant. Je croyais que j'étais stérile aussi à cause de l'utilisation des produits. Oui, Puis tout à coup, en l'espace d'1 seconde, quand le petit test de grossesse est sorti, ça a été comme si tu avais mis une switch à on et puis que la lumière s'était allumée puis que j'avais dit « Hey, attends, j'ai une opportunité. » là. Wow, merci j'ai la une vie. Opportunité, oui. Ouais, mais j'avais déjà changé un petit peu mon cercle, j'avais déjà commencé à nettoyer, mais ça a comme été la confirmation pour moi. Oui, exactement. Puis là, évidemment, quand tu es dans un domaine, on va dire, dans un entourage de cette sorte, bien, quand tu as un enfant, c'est un petit peu différent. Puis là, moi, je voyais ça s'en venir, puis j'étais comme, non, cette personne-là, ma fille, n'a pas demandé à venir au monde dans un foyer avec un papa qui a des drôles d'amis, un papa qui deal des stéroïdes, parce que c'est ça que je faisais à ce moment-là. Donc là, j'ai commencé à changer. Vraiment. Puis 2 ans après, ben, la vie a voulu que je me suis séparé de la mère de ma fille. Puis ça a été la deuxième claque en arrière de la tête que j'avais besoin pour recorriger encore une fois le tir. Dire, OK, là, man, il va vraiment falloir que tu fasses un homme de toi, là, puis tu te corriges encore une fois parce que tu es tout seul, tu as ta fille la moitié du temps, et encore une fois, elle n'a rien demandé, donc tu vas resserrer à la vis. Fait que là, j'ai double down sur le travail, plus d'entraînement privé, plus de personnes à gérer. Donc là, j'ai commencé à vraiment travailler comme un adulte, entre parenthèses, à l'âge de 33 ans, donc j'ai compris, une dizaine d'années maintenant. Et puis, j'ai commencé à être plus sérieux justement dans ces démarches-là, ce qui m'a aidé finalement à tourner le coin, à vraiment dire, OK, est-ce que j'ai envie, moi, d'être là longtemps pour ma fille? Oui. Bon, est-ce que j'ai envie de faire les mêmes erreurs que mon père? Non. Bon, je dois prendre soin de ma santé. Donc, c'est là, si tu veux, que j'ai vraiment compris. Donc, ça n'a pas été une illumination là, début vingtaine, mais c'est venu beaucoup plus tard dans mon parcours. Puis, avec le recul aujourd'hui, quand tu y penses, elle t'apporte quoi, ta fille? Ah, tellement de choses. Tellement de choses. Je veux dire, une raison de vivre, en premier lieu. En premier, ensuite, de souhaiter laisser un héritage, puis on ne parle pas de finances ici, là. Faire une différence sur le long terme, exact. Donc, moi, je veux dire, je ne consomme pas d'alcool, je ne sors pas, je me couche tôt, j'essaie vraiment d'avoir une vie très, très carrée, puis c'est pas pour lui montrer, pour l'éduquer, c'est juste que par la bande, ça le fait, mais j'ai toujours eu en tête de me dire, écoute, imagine, tu te lèves un matin, tu es hangover, là, et ton enfant n'a rien demandé, lui. Fait que pour la même raison que j'ai changé mon mode de vie auparavant, mais aujourd'hui, je maintiens une discipline de vie, je dirais assez spartiate, mais parce que je veux donner la meilleure version de moi à ma fille, puis à mon entourage, puis à mon équipe. Maintenant, on travaille. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Puis on ne peut pas non plus dire blanc et faire noir. T'sais, moi, je ne serais pas congruent dans mon discours via nos clients, via les réseaux sociaux, via les podcasts qu'on fait, les conférences que je donne. Si je suis au New City Gas, je ne sais pas si c'est encore ouvert, là, en train de flipper des bouteilles la fin de semaine, puis de sortir jusqu'à 4 heures du matin, puis après ça, me lever le lendemain tout croche pour aller chercher ma fille à sa gymnastique. Je ne veux pas vivre comme ça. C'est pas l'exemple que je vais donner, puis je ne serais pas capable, moi, d'être congruent dans ce que je fais, puis dans qui je suis, d'être aligné finalement dans ce que je fais. Donc pour moi, c'était juste une profession de foi que j'ai faite envers ça. Mais je pense que justement, la discipline personnelle est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Puis de nos jours, on oublie souvent ce bout-là de dire « Ah, c'est la faute des événements extérieurs, c'est à cause du contexte économique, c'est à cause de « j'ai pas le temps ». Oui, on peut mettre ça sur le dos de bien des choses, tu as raison. C'est vrai. On dirait que ça diminue un peu. On essaie de se pardonner un peu à travers. On a l'excuse facile, en fait. Puis, moi, je vise vraiment à débroter ce mythe-là. On a toutes 168 heures dans une semaine. C'est vrai pour le CEO d'Amazon, c'est vrai pour nos premiers ministres, c'est vrai pour nous, mais c'est aussi vrai pour une personne qui travaille 23,5 heures par semaine puis qui a de la misère à faire sa fin de mois en disant, ben j'ai pas de sous, j'arrive pas, tu sais. Ben, peut-être commencer à travailler 40 heures, peut-être te coucher un peu plus tôt le soir, peut-être arrêter de faire du Netflix, peut-être arrêter de vapoter, peut-être arrêter de boire. Oui. Peut-être. La liste est longue, hein? On pourra en faire longtemps. La liste est longue. Tu dois être fier de toi aujourd'hui. Oui. Je t'écoute, puis je me dis, wow, tu sais, le parcours, quand on regarde ça, il y a dessus. Je ressens plus de la congruence, honnêtement, que de la fierté, en voulant dire, tu sais, je veux pas dire... Je veux rester conservateur, qu'il y a une bonne façon de vivre sa vie, mais je pense qu'il y en a des meilleurs que d'autres.
Ouais. Je vais juste dire ça comme ça. Puis la quarantaine, tu la vois comment, toi? Très bien jusqu'à maintenant. Oui? Ouais, ben j'aime en fait. C'est un bon moment de ta vie, je pense. Ouais, j'aime la sagesse que ça apporte, en fait. Tu sais, moi, je dimensionne d'accord toujours avec toi. dans la vie d'un homme, peut-être une femme, je pense que ça, vous comprenez beaucoup plus de choses plus rapidement. Mais tu sais, moi, je dis, à 20 ans, tu penses que tu comprends tout. À 30 ans, tu commences à comprendre que tu ne comprenais pas tout. Puis à 40 ans, tu commences à comprendre que tu n'as jamais rien compris. C'est pas fou. Et probablement qu'à 50, c'est encore mieux. Mais je me dis, tu sais, le degré de conscience qu'on a, la maturité qu'on a, le cumul des expériences de vie qu'on a accumulées jusqu'à maintenant commence à rapporter des intérêts composés, pour autant qu'on soit éveillé et qu'on se tienne sur nos orteils aussi, parce que je trouve que moi, le pire parcours est toujours le suivant, c'est Jonathan est venu au monde, Jonathan a travaillé et Jonathan est mort. Oui. Il n'a jamais grandi. Il sait la même chose à 20 ans qu'à 80 ans. Pour moi, ça, c'est un cauchemar. Je ne veux jamais vivre ça. Moi, je veux continuer à apprendre à tous les jours jusqu'à temps que je m'en aille. Puis je pense que c'est ce qui nous garde justement sur nos orteils. C'est ce qui nous garde à l'affût aussi de ce qui se passe. Donc, tu sais, le bon vieux « Ah, moi, j'ai toujours fait ça comme ça » ou « Je suis comme ça ». OK, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que c'est toujours le temps de changer. Oui, qu'on ait 20 ans ou 85 ans, il n'y a pas un gym ou il n'y a pas une piscine qu'on va arriver qui vont dire non, tu ne rentres pas, tu es trop vieux. Non. Donc, la porte est ouverte pour tout le monde. Tu peux changer ta vie à n'importe quand. Puis, je veux dire, moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Et ça va se reproduire dans le futur aussi. Donc, je pense pas qu'il faut s'arrêter pour dire moi, je suis de même. Moins, OK, mais encore. Jusqu'à quand? Que tu es comme ça. Jusqu'à temps que tu choisisses de changer. Donc, ça peut être c'est vrai. À matin. Pas demain. Exactement. D'en être conscient aussi, puis de ne pas aussi attendre peut-être des éléments déclencheurs. Hein. Des fois, c'est ce qui pousse les gens à foncer, à changer. Je pense que c'est un travail qu'on peut faire à chaque jour, sans y aller de façon énorme tout d'un coup, puis go, on change tout. D'y aller peut-être un peu tranquillement, ça peut aussi. Tout se fait. Il s'agit d'en faire un non négociable. Exact. Je veux dire, tu sais, quelqu'un qui souhaite réduire sa consommation d'alcool, puis qui boit 10 bières par jour actuellement, arrête pas tout d'un coup. Descends à 5. C'est ça. Descends à 5. Après ça, vois comment tu te sens. Ça devrait être un peu moins pire. Oui. Après ça, descends à 3 juste pour voir. Ah, c'est un peu mieux. OK, fais une journée que tu ne bois pas. Puis vois comment tu te sens le lendemain. Voilà. Ah, je suis en forme un matin. OK, réessaye donc demain, voir. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'y aller tranquillement, mais après ça, d'en faire un non négociable, par contre. Oui. C'est où ce qu'on dit, tu sais, je vais prendre 1 ou 2 verres d'alcool par semaine. Fine. Puis tu peux même les prendre les deux le même soir, c'est pas grave. Mais c'est d'en faire une règle non négociable. Tu sais, sur l'autoroute, il y a des panneaux qui nous limitent à 100 km/h. Ouais. On le sait qu'on peut tout rouler 115. C'est vrai. Mais le jour où tu roules 120, 121, tu croises une police, tu vas avoir un ticket. C'est ça. C'est comme ça. Fait qu'on le sait que c'est ça. Fait que si toi, ta limite, c'est une rencontre avec des amis, un verre ou 2, tu le sais qu'à 2, ça devient dangereux. Tu le sais qu'à 3, ben, ça va être 23. Arrête à 2. Voilà. Apprends à te connaître. Puis ça, je pense, c'est extrêmement important. Oui, ensuite, évidemment, il y a la pression des pairs aussi, où ce que les gens vont souvent demander « Ah, aujourd'hui, je ne bois pas. » Ben voyons, comment ça, tu ne bois pas? As-tu un problème d'alcool? Moi, je fais toujours, là, je sais que c'est boiteux comme comparaison, mais je vais faire pareil. Oui. C'est comme si tu rentrais dans un crack house, et là, tout le monde fume du crack. Et là, les gens disent « Veux-tu un peu de crack? » Et toi, tu dis « Non, je ne prendrai pas de crack. » Ben voyons, as-tu un problème de consommation de crack? Et là, je sais que je vais loin, mais la réalité, c'est ça pareil. C'est qu'on est dans un domaine, dans un monde où l'alcool est tellement banalisé, boire fait de nous un bon vivant. Ouais. Ben moi, j'aime vraiment bien vivre, et pour vraiment bien vivre, moi, je réalise que moins je consomme d'alcool, mieux je me porte. Bon, ben, tu sais, fait que ma vérité est aussi vraie que la tienne. Par contre, moi, je t'inviterais à ne pas consommer d'alcool pendant 1, 2, 3 mois, voir comment tu te sens. Tu verras si vraiment tu avais raison de ton raisonnement ou pas. Voilà, il faut l'essayer pour le savoir, comme tu dis si bien. Et la meilleure réponse, quand quelqu'un te dit « Ah, ben moi, je bois, ça ne change rien. » Ben justement, ça ne change rien, bois pas. Essaye-le. Essaye-le, puis si tu te sens pire à pas consommer qu'à consommer, ben consomme. Oui. Ça sera ça. C'est ça, exact. Puis, étant donné ton expertise, comme je le disais au début, Sébastien, t'es kinésiologue, si je ne me trompe pas, J'ai pas terminé ma kinésiologie, mais je suis naturopathe. Naturopathe, c'est ça. Ça, je me rappelais. Donc, tu fais des podcasts, etc. et tout ça. Donc, dans l'optique du fameux Studio 40. Exact. Puisqu'on est là. Exactement. C'est quoi les... Ben, en fait,
au départ, en quoi notre corps change à 40 ans. Tu sais, on parle du fameux métabolisme, ça. Bon, OK, on peut lire plein de choses, comme on le mentionnait tantôt, mais c'est quoi dans tout ça qui est important de comprendre qui change à 40 ans? En fait, il n'y a pas autant de choses qui changent à 40 ans que ce qu'on pense. OK. Cependant, puis c'est là que c'est important, c'est que les gens vont avoir tendance à surestimer leurs dépenses énergétiques et à grandement sous-estimer leur rapport énergétique. Autrement dit, pour faire court, c'est qu'on va avoir des gens rendus à 40 ans, okay, qui ont... Je faisais du sport au cégep. Oui. Tu sais? Puis que là, ben, à 25, ça paraissait. À 30, ça paraissait encore un petit peu. À 35, ça paraît un peu moins. Et là, quand on se ramasse avec Martin, qui rentre dans une consultation avec nous, puis qui dit « Ah, moi, j'ai toujours été sportif, je fais toujours du sport. » Puis là, on commence à gratter un peu. Tu sais. Puis là, ben, tu faisais quoi? « Ah, moi, je jouais au hockey, universitaire, etc. » OK, ça, c'était en quelle année? Ben, j'ai arrêté, j'avais 23 ans. OK, good. Puis depuis, ah, je fais du ski, moi. OK, cette année, tu en as fait combien de fois? Ah, ben là, cette année, c'était pas une bonne année parce qu'il est arrivé ça, la température était pas belle, etc. Fait que j'étais allé 2 fois. OK, tu fais autre chose? Ah, je t'abonne au gym. OK, tu y vas-tu? Ouais, ben tu sais, là, ça fait quand même 4-5 mois que je suis pas allé. OK, mais avant, tu y allais combien de fois semaine? Ben 4. Toutes les semaines? Ouais, ben à part en relâche, à part des vacances, à part là. OK, puis t'es abonné depuis quand? Ben ça faisait 3 mois que j'étais abonné quand j'ai arrêté. OK, fait que c'était entraîné 3 mois, puis avant ça, ah, ben là, l'année d'avant, c'était le ski aussi. Puis là, le gym, j'étais pas. Fait que, tu sais, quand tu commences à vraiment creuser, tu réalises finalement que Martin, il s'est peut-être entraîné 3 mois à une fréquence de 2 à 3 fois par semaine, 3 mois par année, depuis les 15 dernières années. Et que finalement, si tu cumules tout ça, il a peut-être été actif 3 ans sur ces 15 dernières. C'est ça. Et de l'âge enfant, tu sais, de 0 à 23 ans, il faisait du sport en malade. Fait que dans sa tête, c'est encore un sportif. Ben oui. Mais la réalité, c'est qu'il est retraité depuis longtemps. Là. Fait que, tu sais, il a joué 2 games de golf l'été, en kart. Il a fait un peu de ski l'hiver. Mais, tu sais, dans sa tête, il est quand même sportif. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'équipement de sport dans le garage. Mais il s'en sert pas. De la même manière que quelqu'un qui a un abonnement au gym, n'y va pas. Tu sais, c'est 75% des gens sont abonnés au gym, ils vont au moins que 3-4 fois par année. Wow. Donc, c'est pas beaucoup, ça. Non, vraiment. C'est payant pour le gym, mais c'est pas payant pour toi. Non. Fait que, ce qui fait que cette personne-là a grandement surestimé sa dépense énergétique parce qu'elle n'a pas fait de bilan clair. Donc, tu sais, moi, je peux te dire clairement, au cours des 7 derniers jours, j'étais allé au gym 5 fois. Je le sais. Puis dans le dernier mois, ben, si on a eu 31 jours de calendrier, ben, je vais être allé minimum 20 à 22 fois parce que je connais ma fréquence exacte et je vais 2 à 3 jours, saute une journée, je vais 2 à 3 jours, tout le temps à l'année longue, 24/7 en voyage partout, etc. C'est inclus dans ta discipline ça de fait vie, partie de ma toi, vie. c'est ça. Ça fait partie de ma vie, c'est quelque chose que je fais depuis toujours. C'est ça qui est important, ben, de trouver de l'inclure. Exact. C'est ça, fait que, quelqu'un qui dit « moi, je fais de la raquette. OK, mais fais-tu de la raquette quand il mouille? Non. Bon, ben, il va falloir qu'on trouve autre chose. Une activité donc, quand même. Mais oui. C'est sûr que l'entraînement en salle a cet avantage d'être toujours présent 24/7. On ne dépend pas des conditions météo, etc., etc. Donc, tu sais, les coureurs, comme là, je me suis tenu tantôt, il y avait plein de glace dehors. Tu sais, si tu cours pas de crampons, ben, tu vas courir quand la neige est très, très, très tapée l'hiver ou l'été seulement. Puis au Québec, l'été n'est pas long. Fait que ça laisse pas beaucoup de chances de le faire. Après ça, on est toujours sujet aux aléas de la météo. Fait que pour revenir à notre situation de tantôt, on va reprendre Martin. Ben là, Martin demande « Qu'est-ce que tu manges, toi, d'habitude? » Il va dire « Ah, ben ça dépend. Là, matin, c'était spécial parce que j'étais pressé. J'ai arrêté de me prendre une gogasse au McDo. Puis après ça, ben là, à midi, j'avais pas de lunch. Fait que je vais aller manger à telle place. Donc, OK, mais ça, c'est aujourd'hui. Hier, et là, c'est là souvent que le bas blesse. Hier. J'ai mangé quoi hier? Moi, je peux te dire ce que j'ai mangé hier. Pas parce que je suis un génie, mais parce que je mange toujours la même affaire. OK. À peu près. Dans un cadre où je vais manger 4 à 5 repas par jour, puis c'est toujours environ les mêmes choses. Pourquoi? Parce que je fuel mon corps d'une certaine manière. Donc, on revient à l'exemple. Ce qui arrive, c'est que la personne s'entraîne de façon aléatoire, fait du sport de façon aléatoire, en fait, et s'alimente n'importe comment. OK. Depuis longtemps. Fait que dans le fond, elle est très sédentaire sans s'en rendre compte et elle mange de façon désorganisée, sans aucun égard par rapport à ses buts, parce que très souvent, les gens disent « je souhaite perdre du poids ». OK? Tu vas manger au midi, ah ben là, je vais au restaurant, mais demain, je vais commencer. Fait que ça devient un projet qu'on pèle par en avant, tout le temps. Puis et là, le temps passe. Selon ce qu'on veut. Puis le temps passe.
Puis le temps passe. Puis là, ben Martin ne s'est pas entraîné cette semaine, mais jeudi, il va à une game du Canadien. Fait qu'il va se prendre 4-5 bières, une pizza. Puis là, le lendemain, il s'est couché tard. Ben là, j'ai pas le temps d'aller faire mes choses. Fait que je vais ramasser de la bouffe en route. Et la roue tourne comme ça pendant des années. Et avec la quarantaine, pour revenir au sujet que tu m'as posé tantôt, ben, les responsabilités s'accumulent. Les enfants font du sport. On part la fin de semaine dans des tournois de hockey, de ci, de ça, etc. Compétition de gymnastique, dans mon cas, pour ma fille. Bref, la vie est plus lourde à 40 ans. Fait que pour faire un parallèle, ce que je disais tantôt, si tu demandes à une personne de 20 ans aujourd'hui qui a dit « j'ai pas le temps », ben tu l'auras jamais. Parce qu'à 30 ans, tu vas avoir des enfants. À 40 ans, ben, tu vas faire du Uber parce que ton enfant a un sleepover là-bas, tu le sais. Ah oui. Tu sais, fait que c'est assez incroyable. Donc, tu ne seras jamais moins occupé que dans tes premières années de travail. Tu vas dire, mais tu sais, là, je suis à l'université. Prends-toi 45 minutes, va faire du sport. Inclus ça dans ta vie. Et pour ne pas perdre le temps que tu as mis à la salle de sport ou à la piscine ou sur ton vélo, etc., alimente-toi juste correctement. Tu sais, fais juste des choix corrects. Puis fais ça toute ta vie. Après ça, si tu me dis, moi, m'entraîner 1 heure par jour ou 1h30 par jour, c'est impossible dans mon emploi du temps actuel, vas-y 45. J'ai pas le temps. Vas-y une demi-heure. J'ai pas le temps. Vas-y 20 minutes. Tu sais, c'est pas vrai que tu n'as pas 20 minutes, là. Parce que tout le monde est capable de survivre 20 minutes plus tôt. Fait qu'à partir de là, après ça, éventuellement, ton 20 minutes deviendra 30 minutes, ton 30 deviendra 35-40. Et on est tous capables de prendre 1 heure par jour pour faire du sport, pour la simple et bonne raison que tous ceux qui ont des enfants vont comprendre. Vous êtes dans quarantaine, vous regardez ça aujourd'hui. Ben, un enfant qui n'a pas de récréation, qui ne fait aucun sport et qui s'assied sur une chaise 8 à 9 heures par jour, est-ce que c'est concentré? Non, on n'est pas différent. Fait qu'à partir de là, tu comprends qu'être en forme, faire du sport et t'alimenter correctement, va juste te permettre de travailler ton 8 heures plus rapidement. Fait que finalement, d'obtenir plus de rendement du temps de travail que tu as. Donc, à partir de là, l'exercice et les bonnes habitudes de vie deviennent un catalyseur pour avoir plus d'énergie, pour être capable de faire tout ce qu'on a à faire plus rapidement. Fait que finalement, cette heure-là s'autofinance très rapidement et même va nous permettre d'être plus performants tout partout et d'être plus... Premièrement, d'être fier de ce qu'on voit dans le miroir, pas nécessairement au niveau visuel, mais de dire, OK, j'ai bâti ça, moi, cette personne-là, qui tient ses engagements. C'est vrai, tu as raison. Et non seulement ça, mais on est plus énergique. Oui. Et par parce que suite, ça, on en a moins. Moi, je le remarque. Là. Définitivement. Ben, en fait, c'est que la récupération devient plus importante. Ah, voilà. Donc, ce qui arrive, c'est qu'avec l'âge, le milieu hormonal va changer. Le sommeil est parfois un peu moins profond. On va avoir également... Dans certains cas, je ne veux pas généraliser, mais bon, des situations hormonales qui vont souvent demander une intervention médicale. Mais un coup, l'environnement hormonal stabilisé, le corps d'une personne de 40 ans n'est pas différent d'une personne de 25 ans. Par contre, l'environnement hormonal va l'être. Oui. Mais ce qui change, c'est que la personne de 20-25 ans sort de l'adolescence, donc d'une vie très active, quand la personne de 40 ans, elle, sort d'un âge adulte sédentaire depuis 20 ans. Fait que pour virer 20 ans, 2 heures, là, prends pas ton véhicule pendant 20 ans, décolle-le, puis essaie de partir. Oui, t'as raison. Il va falloir que tu donnes une coupe de coups de break pour être sûr que ça freine, il est-tu en ordre, etc. Tu recommences, pas à zéro en fait, tu recommences à moins 25, mais il faut que tu remontes la pente tranquillement. Donc, quand ça fait 20 ans ou 15 ans, même si tu as utilisé ton véhicule de façon sporadique, il est rouillé, il n'est pas performant, il a besoin d'un tune-up. Oui. Puis il a besoin que tu le gazes comme du monde, puis il a besoin que tu le conduises correctement. Fait que c'est la même chose avec ton corps. Mais c'est faisable. Ben oui, c'est faisable. 100%. 100%. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ça peut peut-être être plus simple si on a maintenu cette discipline-là toute notre vie, mais à 40 ans, il ne faut pas penser qu'il est trop tard pour prendre une discipline alimentaire, bouger. L'espérance de vie de 80 ans actuellement. Donc, mais moi, ce que je trouve sexy là-dedans, c'est que de 40 à 80, tu prends tes décisions toi-même. De 0 à 20, tu ne choisis rien. Oui, ça, c'est vrai. Tu es encore au début de ta vie d'adulte. Fait que tu es encore dans le premier tiers de la vie que tu vas mener de façon active. Donc, finalement, tu as encore le temps de prendre des choix. C'est encore le temps de changer. C'est encore le temps de te mettre en action. C'est pas vrai que, j'ai 40 ans, il est trop tard. Hey, si tu meurs à 85, là, c'est long, là. Ben oui. Hein? C'est long, ça veut dire que tu t'engages à être médiocre pour les 45 prochaines années. Excuse-moi, mais c'est plate, là. Tu as tellement raison, c'est vrai, hein, vu comme ça. C'est comme l'investissement. Moi, je fais toujours le parallèle. La santé, c'est comme l'investissement. Tu vas parler à un conseiller financier, il va te dire quoi? Il va te dire, écoute, c'est dommage que tu choisisses de commencer à investir à 40 ans, mais c'est beaucoup mieux que tu te réveilles à 50. C'est dans le même principe. Exact.
Puis les fameuses, si on se fie un peu, on va dire aux tendances 2026 là, au niveau de la santé, de l'alimentation, peu importe. Les fameuses vitamines, les jeûnes intermittents. Moi, en tout cas, c'est du moins des choses que j'entends beaucoup parler. Ça, puis la consommation d'alcool pour laquelle tu nous as bien sensibilisés. Parce que, tu sais, il y en a des gens qui prennent de l'alcool, un verre par-ci, par-là, mais moi, je remarque qu'ils ont la réflexion de, j'en prends aujourd'hui, j'en prendrai pas demain. Je sens qu'il y a un souci de ce côté-là. Mais au niveau des vitamines, des suppléments, des jeûnes intermittents, c'est-tu des choses auxquelles on doit adhérer aussi, qui peuvent nous apporter du bien? De façon générale, en fait, puis c'est là que ça devient intéressant, c'est bon pour deux types de clientèle. OK? C'est bon pour les gens extrêmement actifs et c'est bon pour les gens très sédentaires. Ah bon? Je m'explique. Okay? Ce qui arrive, en fait, on c'est a que... rejoint tout le monde, je pense. C'est que les gens très sédentaires bougent pas, mangent mal. Donc, ces gens-là ont des carences en vitamines et minéraux, en oméga 3. Bon, la vitamine D, ça, c'est vraiment un incontournable au Québec parce qu'on n'a pas de soleil l'hiver. Oui, donc c'est important, la fameuse... Définitivement. Parfait. Définitivement. Et maintenant, d'ailleurs, en médecine traditionnelle, c'est prescrit. Donc, les médecins, maintenant, vont la scorer et vont prescrire une petite quantité de vitamine D à l'année longue, justement, pour les patients. Donc, ça demeure quelque chose qui est maintenant reconnu par la médecine traditionnelle, qu'en fait, un trop faible apport en vitamine D a des conséquences pour la santé, notamment au niveau de la production hormonale. Donc, ça, c'est hyper important. Ensuite, plus une personne s'alimente mal, plus elle est carencée dans les bonnes vitamines et minéraux. Donc, finalement, on a ce pattern-là. Et quand on va chez une personne qui est très active, on va rencontrer les mêmes carences malgré le fait qu'elle s'alimente bien. Simplement parce que l'alimentation moderne, même si on mange des bons aliments, n'est pas assez riche dans ces éléments-là pour avoir un niveau de performance qui est soutenu. Fait que si on va, mettons, qui n'en aurait pas besoin, c'est quelqu'un qui ne fait pas de sport, mais qui s'alimente très bien. Ce qui n'arrive pas. Ce qui n'arrive pas dans la vie. Fait qu'au final, tu sais, oui, un peu tout le monde. Est-ce que tous les suppléments qui sont sur le marché devraient être consommés? Jamais de la vie. Ensuite de ça, il y a plusieurs qualités là-dedans. C'est de la même façon qu'on voit les véhicules électriques chinois à 25 000 $ qui s'en viennent. Pourquoi que Tesla est 90 000 et ceux-là sont 25? Il y a une différence de qualité. Oui. Évidemment. Donc, puis non seulement ça, mais au Canada, en fait, on a une norme beaucoup plus sévère qu'aux États-Unis sur les suppléments alimentaires. Mais ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que les compagnies ont le droit, vu que c'est des extraits naturels, d'avoir un 20 % de différence entre le label claim et ce qu'il y a dans le pot. Oh, OK. Et là, on est dans les règles. OK? Et on est beaucoup plus sévère qu'aux États-Unis. Ça donne une idée? Ce qui fait que le supplément alimentaire qu'on retrouve sur nos tablettes, à moins qu'il y ait des certifications particulières comme Informed Choice, Informed Sports, qui doivent rencontrer des standards de qualité beaucoup plus serrés, on a un large éventail, en fait, au niveau de la quantité d'ingrédients thérapeutiques présents dans le produit. Et non seulement ça, mais les gens, en magasinant au moins cher, vont dire « Ah, celui-là, il est 20 % moins cher. » Ouais, mais il est probablement 20 et peut-être même 30, 40, 50 % moins pur. Et l'autre 50 % qu'il y a dedans, c'est quoi? Et c'est souvent là qu'on rencontre des problèmes parce que les gens disent « Ah, j'ai pris tel supplément. J'ai pris du magnésium, ça ne marche pas. OK, montre-moi ton pot. Ah, c'est de l'oxyde de magnésium. L'oxyde de magnésium est absorbé à peu près à 8-10 % et 90 % du complément va se ramasser justement dans l'intestin, ce qui va nous donner à ce moment-là des problèmes digestifs. Wow, donc, on agite ça où? Si je t'écoute, là, moi, je me dis, c'est-tu bon finalement ce que je prends? Donc, les produits... moi, je te dirais de consommer mon contenu. Là, comme ça, tu vas déjà avoir une bonne idée par rapport à ça. Mais honnêtement, mais c'est un danger aussi, par contre, les réseaux sociaux. C'est ça, parce que c'est difficile de... Très dur de se faire une idée. Oui, exactement. Exact. Donc, évidemment, il y a des compagnies québécoises ou canadiennes extrêmement réputées qui ont bonne réputation sur le marché. Nous, on collabore avec la compagnie ATP, qui est une compagnie québécoise qui vient de Granby. Puis, écoute, leurs produits sont excellents. Ensuite de ça, moi, je ne suis pas là pour les plugger, mais par contre, il y a un body of evidence très clair derrière les différentes compagnies. Puis après ça, c'est de voir qui passe son temps à démolir les autres et qui passe son temps à vraiment faire leur job. Puis habituellement, on va avoir une bonne idée. Ça donne un indice de... Exactement.
Puis, je veux qu'on parle rapidement parce que je dois te faire poser, oui, je dois te faire piger une moi, petite je suis question. prêt, Oui, oui, je le sais. Mais les jeûnes intermittents, c'est autre chose que j'entends beaucoup parler. C'est-tu important d'inclure ça dans notre fameuse routine de la quarantaine ou on s'en sort quand même si ça fait pas partie de nos plans? Le jeûne est intéressant. Qu'est-ce qu'il apporte, en fait? C'est qu'il enlève le paradoxe de prendre une décision. OK. Donc, si aujourd'hui, Martin, il dit, moi, là, je dois contrôler mon apport calorique pour la journée, mais je ne suis pas capable de faire des bons choix, je vais prendre le choix de ne pas manger. Fait que dans le fond, je ne vais pas déjeuner, je ne vais pas dîner, je vais prendre une collation. Fait que là, lui, son plan alimentaire, il est simple. Oui. Tu te lèves, tu ne manges pas. Fait qu'il n'y a plus besoin de prendre de décision. Et rendu au souper, vu qu'il y a peut-être, disons, 2000 calories à consommer dans sa journée, il y a plus d'espace, entre parenthèses, pour faire ses mauvais choix. Cependant, si Martin consomme 2000 calories de McDonald's puis de Starbucks, plutôt que 2000 calories de poulet, de saumon, de steak, un peu de féculents, des bons légumes, etc., dans un an, je peux te garantir qu'il n'y aura pas d'heure de la même chose. Oui. Donc, la chrononutrition, de manipuler l'horloge, est une façon, en Amérique du Nord, de contrôler son apport calorique de façon déguisée, sans s'en rendre compte. Cependant, le jeûne intermittent a des réels bénéfices au niveau de la santé, à savoir que, il y a l'autophagie, qui est une façon que le corps, si tu veux, détruit ses propres cellules malades, mais c'est vrai dans des jeûnes prolongés de 24 heures et plus. Donc, au niveau du jeûne intermittent, on a de légers bénéfices. Au niveau cognitif, donc, on est un peu plus éveillé, tout ça, mais on a le même effet, par contre, quand on a une alimentation faible en glucides. Donc, si on retourne au régime paléo, qui était très populaire au début mi-année 2000, qui est finalement de la viande, des petits fruits, des légumes, des noix, qui fait bien du sens. Oui. Donc, on peut très bien fonctionner comme ça aussi. Fait que ce qu'il faut savoir, dans le fond, c'est que dès qu'on mange un repas riche en glucides ou en sucre, on a toujours un endormissement après. On va toujours se sentir un peu amorti. Fait que pour quelqu'un qui a un travail de bureau, qu'est-ce que ça veut dire? Limiter la consommation d'hydrates de carbone, donc pâtes, pain, patates, riz et compagnie, alentour de l'entraînement, où il va utiliser ces ressources-là et le limiter à cette fenêtre-là seulement. Mais le reste de la journée, c'est de maintenir majoritairement sur protéines, gras, légumes. Il va avoir tous les bienfaits. La même chose qu'il ressentait quand il jeûnait, parce que là, c'était en mode jeûner. Là, parce que dans notre temps, nous autres, comment on appelait ça jeûner? On appelait ça pas déjeuner. Ah, OK? Oh. Non, mais on s'entend, je veux dire, mon père, et jadis, on va dire, moi, mon parent, il soupe puis il dîne. Là, maintenant, c'est plus ça. C'est plus quelqu'un qui saute son déjeuner, c'est quelqu'un qui jeûne. Fait qu'on a cette étiquette-là. C'est vrai. Qu'en réalité, dans un jeûne, on n'est pas supposé couper ses calories, on est simplement supposé manger la même quantité de bouffe en moins de temps. Ce que les gens ne font pas. Fait que c'est pour ça que les gens qui jeûnent vont dire « j'ai perdu du poids ». Puis tu as perdu du poids parce que tu manges moins. Tu aurais pu moins manger aussi sur l'espace de 14 heures. C'est juste que tu l'as fait sur l'espace de 6 heures. Fait qu'il y a juste une quantité limitée de stock que tu es capable de rentrer dans ta bouche dans cette fenêtre-là. Et surtout quand tu es occupé, tu n'as pas le temps de t'asseoir 3 fois en 6 heures pour manger. Fait que dans le fond, tu utilises l'horloge pour t'aider à faire des meilleurs choix, mais en fait, c'est que tu restreins la fenêtre d'opportunité dans laquelle tu peux prendre des bonnes ou des mauvaises décisions. Fait que ça peut aider quelqu'un qui n'est pas capable de décider. Mais encore là, ça ne règle pas le problème où une semaine, tu seras en vacances. Là, tu vas déjeuner, dîner, souper. Tu es fourré parce que tu ne sais pas quoi choisir. Fait que dans le fond, c'est le même principe. OK. C'est intéressant. C'est le moment, Sébastien, du carton. Donc, les fameuses questions existentielles de la quarantaine. Non, c'est à ton choix. Je te laisse choisir et tu me le remets. Je vais ajuster les questions pour toi. Voilà, merci. Merci à toi. Donc, tu as la catégorie regret et acceptation. Donc, 3 petites questions simples et rapides. OK. Qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait plus tôt? C'est une grande question. Oui. Je regrette de ne pas avoir pris soin de ma santé à l'époque où j'avais un plus grand capital santé, disons, avec ce qu'on s'est parlé tout à l'heure. Oui. Par contre, aujourd'hui, avec ce que je connais, je travaille très fort à renverser la tendance. Ensuite de ça, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Fait que j'espère être là le plus longtemps possible en pleine capacité. Oui. Je te dirais que c'est mon regret, mais en fait, je dis qu'il ne faut pas regretter parce que si je n'avais pas fait ces erreurs-là, je n'aurais pas appris. Je ne serais pas assis devant toi ici aujourd'hui. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Donc, mais bon, c'était la question, mais je voyais venir, je voyais venir ta réponse. Est-ce que tu arrives à faire la paix avec tes erreurs? Oui. Oui?
Oui, définitivement. Moi, mais il faut savoir que je fais l'introspection nécessaire. Je mène le mode de vie que je t'ai parlé tout à l'heure. Également, je pense que quelque chose que les gens oublient souvent dans la vie, c'est de consulter. Parce que moi, je consulte une fois par 2 semaines depuis plusieurs années. Puis quand quelqu'un me dit « Ah, mais tu sais, ça coûte cher. » Ben, ça coûte moins cher que ton voyage dans le sud. Puis quand tu pars à Cancun une semaine, tu te saoulé. Quand tu reviens, tous tes problèmes sont là. Oui. Tu sais, moi, j'aime bien avoir cette soupape-là pour aller me faire coacher. Oui, ça t'apporte beaucoup. Définitivement. Définitivement. Puis on a tous besoin d'un guide, d'un mentor et même de plusieurs dans nos vies, je pense. Puis c'est quelque chose que les gens passent à côté en se disant « Qu'est-ce qu'une personne qui ne me connaît pas va me dire? » Exactement ce que tu as besoin d'entendre. Oui. Oui. Vu comme ça, j'avoue que ça fait réfléchir à savoir... Moi, j'y pense. Oui, hein? Et si c'était ça ma vie, est-ce que je suis en paix avec tout ce que j'ai fait? Et si c'était ça ma vie, tu veux dire? En fait, dans le fond... si tout arrêtait demain matin? Voilà. 100%. Oui. Surtout? Oui. Moi, j'ai pas le choix, en fait. C'est un package deal. Je peux pas rentrer en partant dans le tube. En même temps, je veux dire, la vie a été très bonne avec moi. Aujourd'hui, on a une entreprise qui a 13 employés. C'est quelque chose qu'on a bâti de zéro, quelque chose que je suis extrêmement fier. J'ai des gens dans mon équipe avec qui je travaille que j'adore. J'ai une petite fille en santé qui est magnifique, qui grandit, qui se développe, que je peux... Ça me donne l'opportunité de beaucoup travailler sur moi, d'avoir un enfant, parce que c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Hein? C'est la plus belle expérience de développement personnel. Moi, je dis, il y en a 2, c'est aider les enfants puis porter une entreprise. Avec ces 2 choses-là, tu vas en prendre plein la gueule, tu vas être challengé tous les jours, mais tu vas avoir du gros fun. De réaliser que finalement, tu peux laisser une empreinte durable, beaucoup plus que vivre ta vie et disparaître à la fin, parce que moi, je veux dire, un jour, je ne serai plus là. Mais les valeurs que j'ai mis de l'avant, ce que j'ai enseigné à mon équipe, les valeurs que j'ai inculquées à ma fille, elles vont rester. Puis ces gens-là peuvent toujours les passer à d'autres personnes ensuite. Fait que, c'est pour moi quelque chose d'important. Voilà. Puis pour les gens qui veulent découvrir encore plus de choses, c'est un bijou, ta page Facebook, Sébastien Cossette. Les gens peuvent aller te suivre, tu as un podcast et tout ça. Écoutez, des infos, là, il y en a à la tonne pour nous guider dans quasiment toutes les décisions ou les questionnements qui peuvent débarquer dans notre vie. Donc, puis ton podcast, rapidement, vite. C'est assez nouveau. Je veux que tu en parles pour inviter les gens à l'écouter, à aller le voir. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve, Sébastien? Le podcast s'appelle Discipliné et dangereux, en fait. Puis ça part dans le fond, d'une optique que moi j'ai par rapport à la discipline personnelle, en réalité. Puis on voit qui est la base de tout. Ouais, puis tu sais, les hommes de nos jours ont été... Je dirais pas, ils ont été dessinés d'une certaine façon un peu particulière, mais c'est quand on voit des annonces à la télévision, c'est toujours un peu le gars un peu nono qui fait des cabanes à moineaux, puis la petite bédaine, la chemise carottée, etc. Quand que moi, je pense qu'on a beaucoup plus à offrir comme homme à la société, puis qu'il faut arrêter aussi un jour de se réfugier dans le « Ah ouais, mais moi », puis ça part toujours d'un message qui est bienveillant, mais qui retourne vers qu'on a tous le contrôle sur soi, sur nos actions, sur nos décisions, et que ça a un impact énorme sur notre environnement et par ricochet sur la société. C'est bon pour les femmes aussi, en passant. Ce n'est pas strictement... Oui, non. C'est pas méniniste. Exact. Un gros merci, Sébastien. Ça a été un plaisir. Merci à toi.